Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur notre chaîne YouTube Les nutritionnistes en pédiatrie. Bonjour Cosette! Bonjour Mélissa! Bonjour à vous, chers abonnés, et merci encore une fois pour votre soutien via les notes et les commentaires sur notre balado. Cet épisode fait partie d'une série spéciale cuisine familiale avec Geneviève Ogleman, nutritionniste, pour vous offrir des trucs et astuces en cuisine pour la famille, pour simplifier le quotidien et des conseils pratiques pour toute la famille. On a le privilège de recevoir notre consoeur qui est nutritionniste et journaliste de formation, une femme curieuse et gourmande qui est aujourd'hui une auteure à succès, ayant publié 15 best-sellers depuis 2006, une conceptrice, productrice et animatrice de télévision, une femme d'affaires engagée qui souhaite aider le plus de gens possible à adopter de saines habitudes alimentaires et de vie pour assurer leur santé et celle de notre planète. Geneviève Ogleman, bienvenue au balado, encore une fois, des nutritionnistes en pédiatrie. Hey, merci. Très contente d'être là. Geneviève, le prix des produits à l'épicerie a explosé et certaines familles peuvent trouver difficile de planifier les repas pour la famille en y mettant de la couleur, de la saveur, de la variété tout en respectant un budget. Alors, on aimerait jaser avec toi de trucs et astuces pour cuisiner à petit prix, qui est également le titre d'un de tes livres Ouais. de recettes. Alors, est-ce que tu as 5 conseils pour cuisiner à petit prix? Ah oui, certainement. Puis, je pense que le premier conseil, puis il fait partie de la question, c'est cuisiner. À la base, en cuisinant, on économise versus le prêt-à-manger. Et oui, ça nous demande un effort, mais on gagne vraiment à faire nous-mêmes plutôt que d'acheter des plats. Puis là, ça va aussi loin que la bartende, le biscuit, le muffin. J'ai fait l'exercice avec mon équipe de comparer le prix de ces recettes-là. Puis, tu sais, un muffin là, qu'on va acheter au comptoir à café, il va tourner autour souvent de 2 des fois 3 le muffin. Alors que quand on le cuisine soi-même, ça tourne autour de 25 à 50 sous le muffin. C'est une grosse différence. Puis là, ensuite, fois le nombre de muffins qu'on peut manger dans une année, là, ça représente un montant d'argent. Et là, quand on compare ça avec les bartendes, quand on ajoute les biscuits, c'est des économies. C'est intangible parce qu'on ne le voit pas sur le coup, mais ça fait vraiment une différence. Et puis, j'ai souvent donné l'exemple du kilo d'avoine, tu sais, le gruau. Tu sais, on achète comme un sac de gruau, mais le sac de gruau, c'est rendu autour de 4-5 là, tout dépendant là, des marques et des spéciaux. 4-5 le kilo pour le gruau, ben, c'est le même prix qu'une boîte de biscuits à l'avoine. Mais dans la boîte de biscuits à l'avoine, on en a beaucoup moins pour notre argent que dans le kilo d'avoine où on peut faire les biscuits. On peut faire en plus du gruau pour le déjeuner, de la croustade avec des petits fruits poqués, avec nos pommes. On peut faire des bartendes, on peut faire une foule de choses avec notre kilo.
pour le même prix que la boîte de biscuits. Puis cet exercice-là, là, je l'ai fait avec plein d'aliments, dans plein de secteurs, là, dans plein de rangées du supermarché. Par exemple, le sac de frites surgelées qu'on achète, ben, pour un kilo de frites, là, c'est comme 2 livres de frites, c'est à peu près 3-4 $ que ça coûte. Bien, pour le même montant, on a 5 kilos de patates, de pommes de terre. Fait au lieu d'avoir 1 kilo de frites, on peut avoir 5 kilos de pommes de terre crues. On peut faire des frites maison, mais on peut faire un pâté chinois, on peut faire un potage, on peut faire plein de recettes à base de pommes de terre et c'est le même prix. Fait que, au-delà de juste voir l'économie, on peut voir aussi comment rentabiliser notre budget. T'sais, avec un même 5 $, on peut aller beaucoup plus loin quand on achète des ingrédients de base qu'on va cuisiner nous-mêmes versus quand on achète des aliments prêts à manger ou presque prêts à manger comme les frites surgelées qu'on doit quand même cuire. Puis, c'est pas nécessairement une économie de temps, là. C'est à peine, là, alors que l'économie d'argent, elle est claire et nette, là. Fait que ça, c'est pour moi, là, le mot cuisiner, ça prend tout son sens. Sans revenir entièrement au fourneau, on n'a pas ce temps-là, on travaille, mais en faisant un peu plus, puis en ajoutant peut-être une semaine à la fois, une recette de plus dans notre répertoire, bien là, après une année, on aura économisé beaucoup, là, sans que ce soit une grosse corvée, puis sans que ça soit envahissant. Oui. Donc, cuisiner, ça serait un de tes conseils. Oui, c'est le premier conseil. C'est vraiment puis je veux vraiment pas qu'on parte en peur avec ça. Là. Je veux vraiment qu'on se dise, OK, ce que je fais présentement, ce que tu fais, ce qu'on fait tous, c'est, mettons qu'on part avec ça, c'est le niveau de base, notre niveau actuel. Il faut essayer d'ajouter une chose par semaine. Si on se dit, OK, ben en fin de semaine, je vais faire des muffins. Ben là, je fais une douzaine de muffins ou 2 douzaines de muffins. Là, j'en congèle, j'en garde frais. Puis là, ben, ça va me faire en sorte que je ne vais peut-être pas acheter de muffins pendant une semaine ou deux. Là. Puis après, ben, la fin de semaine d'après, je peux faire des barres tendres. Puis encore une fois, j'en fais une grosse quantité, j'en congèle en petites portions. Puis là, quand ça fait 3, 4, 5 semaines qu'on fait cet exercice-là de faire une seule recette par semaine de plus, puis on finit par se créer un inventaire de collations dans le congélateur qui roule, là, qui s'entretient avec de la variété, avec du choix. Puis après, on peut faire ça pour tous les autres secteurs. Là. On peut se dire, OK, ben, en fin de semaine, mettons, c'est l'automne, je vais me faire une grosse soupe, puis là, je vais la congeler. Mais ça évite d'acheter des soupes toutes prêtes à manger ou des potages prêts à manger. Les sauces pour les pâtes, c'est qu'on commence avec ce qui nous tente le plus, mettons, faire des muffins, puis après, ben, on greffe une nouvelle recette, puis une autre nouvelle, puis si on fait ça une fois par semaine, ben, après une année, on aura fait quand même beaucoup de recettes maison qu'on n'aurait pas fait l'année d'avant, par exemple. J'adore comment tu l'apportes, c'est moins décourageant pour quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, qui nous écoute ou qui nous regarde. Donc, d'y aller une recette à la fois, de la cuisiner. Donc, c'est ce que je retiens. Donc, une recette à la fois, de la cuisiner. Tant qu'à salir les chaudrons, on revient là-dessus. On en cuisine un peu plus. On en congèle pour en avoir une bonne banque lorsque, bon, ça ne nous tente pas cette journée-là. Puis, je pense, varier les recettes, bon, muffins, je me tente vers les barres tendres. Je me tente vers une recette de viande marinée ou un poulet mariné. Mais tant qu'à cuisiner, je pense que ça reste toujours ça, d'en avoir un petit peu plus de congeler ou de planifier, jazzer ça différemment pour les lunchs ou pour les soupers. Est-ce que tu planifies tes repas en fonction des spéciaux de la semaine? Bien, oui. Parce que à peu près toutes les protéines sont interchangeables. Si c'est le filet de porc qui est en spécial, puis on avait prévu faire des poitrines de poulet, mais la même marinade s'applique ou la même recette, si on veut faire un sauté ou si on veut faire une grillade, on peut vraiment interchanger très facilement les protéines, puis ça nous permet d'économiser, ça nous permet de faire des réserves aussi. Si le poulet est moins cher, bien, on en achète plus, on le congèle. Je trouve que de se concentrer sur les aubaines, c'est plus rentable que d'aller vers des achats superflus parce que c'est en spécial.
Des fois, là, on se dit, ah, ben, telle affaire est en spécial, mais si c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'acheter, c'est là que ça devient un achat superflu, même si c'est un achat moins cher que d'habitude, c'est quand même un achat superflu. Alors que si on interchange puis on remplace des choses que j'ai l'habitude d'acheter par quelque chose qui est moins cher, ben là, on fait une réelle économie. C'est comme ça que je vais utiliser les circulaires. Puis là, maintenant, les circulaires sont toutes en ligne, sont toutes disponibles. Il y a des applications, donc on peut utiliser aller vers l'application de notre supermarché préféré, puis les aubaines vont déjà être calculées. Fait que ça, c'est vraiment pratique. J'utilise beaucoup l'application une application d'épicerie. Puis comme ça, on peut aussi voir les rabais là, en fonction des aliments qu'on achète déjà, puis nos listes sont déjà toutes faites. On peut juste faire des repeats. Là, puis voir aussi si c'est un vrai rabais, parce qu'on a toujours le prix au 100 grammes dans l'application. Fait que des fois, on voit, ça, c'est en spécial. Ouais, mais attends, le gros format que j'achète d'habitude, c'est-tu moins cher? Puis des fois, je fais, ben non, je vais acheter mon format habituel. Il revient moins cher au 100 grammes. Fait que ça me permet, des fois, je le valide en épicerie, là, mais sinon, sur l'application, moi, les prix au 100 grammes, là, je vérifie toujours parce que c'est un excellent point, Mélissa. Si je fais une économie ou pas, là. Puis des fois, il y a des petits pièges là, comme ça avec les petits formats qui sont à rabais, mais qui finalement sont quand même encore plus chers que les plus gros formats ou que les marques maison. Tu sais, les marques maison, des fois, sont moins chères que la marque nationale à rabais. Fait que, tu sais, faut être vigilant, il faut se faire une petite carapace là, pour tout le marketing, puis essayer d'être moins influençable par ça. Puis de comparer les prix, c'est la meilleure chose. Tu sais, des fois, peut-être que le poulet dans une coupe à rabais va être quand même plus cher que le poulet dans une autre coupe à prix régulier. Puis là, on peut se dire, ben là, je vais y aller avec cette coupe-là. Là. Fait que c'est d'ouvrir l'œil. On fait des fois l'épicerie sur le pilote automatique en mettant tout le temps les mêmes produits dans notre panier puis en faisant ça le plus vite possible. Mais là, avec le prix des aliments, je pense qu'il faut vraiment s'accorder un peu plus de temps pour faire l'épicerie puis se poser un peu plus de questions. Puis ça va nous permettre d'aller plus loin avec notre budget, d'avoir plus de variété, puis d'avoir l'impression là, qu'on est capable d'encore bien nourrir notre famille là, malgré l'augmentation du prix des aliments. Oui. Je pense c'est peut-être aussi le temps d'aller un petit peu découvrir les protéines végétales. Donc, tout ce qui est des légumineuses, que ce soit en sac pour ceux qui désirent les tremper, les faire cuire ou déjà cuites en conserve. Je pense que ça fait aussi partie de tes trucs et astuces pour réduire la facture d'épicerie. Absolument. Les protéines végétales sont tellement moins chères. On gagne sur tous les plans. Là. C'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour l'environnement et c'est moins cher. Puis, quand on regarde le prix du kilo de la viande hachée, la viande hachée, c'est la protéine animale la moins chère. Là. Donc, la viande hachée régulière, si on coupe son prix de moitié, on a le prix du tofu pour la même quantité. Puis si on coupe le prix du tofu de moitié, on a la légumineuse sèche. Fait que il y a vraiment une grosse économie. Puis ce prix-là là, est valide, peu importe l'augmentation. Il y a toujours eu un rapport de moitié. Là. Ça fait plusieurs années que je suis le prix des aliments. Là, puis, fait que ça veut dire que de passer au tofu puis de passer à la légumineuse, on économise vraiment beaucoup à chaque fois. Puis l'idée, c'est de ne pas partir en peur, encore une fois. Tu sais, moi, là, la théorie des petits pas, là, je l'applique à tout. Là. On fait beaucoup de chemin quand on fait des petits pas et puis on ne perd pas l'équilibre, on gagne du terrain versus essayer de faire des trop grands pas puis là, de revenir en arrière parce que c'était trop une grosse bouchée. Là. Fait que ça, pour moi, de faire des petits changements, donc de faire des moitié-moitié avec la viande, de couper avec le tofu dans notre sauce à spaghetti, dans notre pâté chinois, dans notre curry, dans notre chili, dans toutes ces recettes-là. On peut commencer par faire des moitié-moitié protéines végétales, animales, puis ensuite, on fait des transitions, on met un petit peu plus de végétal, un petit peu moins d'animal pour la faire ultimement juste avec des protéines végétales et s'être adapté en cours de route. Là. Oui, exactement. Ouais, puis moi, c'est souvent des conseils que je donne aux familles, justement, pour faire cette transition-là, parce que je le dis, des fois, si vous remplacez complètement une recette de poulet par une recette de tofu, ça se peut. Puis même vous, là, si vous faites le moitié-moitié, il y a un peu de poulet, il y a un peu de tofu, c'est comme si tout le monde a son compte. J'ai encore mon poulet, fait que je vais être satisfait, puis on dirait qu'on est plus ouvert à aller
à les goûter. Puis, ben, tu sais, pour ne pas parler de tes livres, mais moi, je parle toujours de presque végé parce que je trouve qu'il est parfait pour la théorie des petits pas pour s'en aller vers ça parce que tu proposes des recettes dans ce livre-là où souvent, ben, c'est la même marinade pour le poulet, pour le tofu, donc tant qu'à le faire, et vous venez d'économiser sur votre facture d'épicerie en faisant ça. Moi, maintenant, ça fait longtemps que toutes mes recettes de viande hachée, c'est coupé avec des lentilles. Les recettes de poulet, des fois, là, je fais un moitié-moitié, justement, avec on en a pour plus longtemps, on en a, puis ça, le coût augmente pas tant là, quand c'est augmenté avec la protéine végétale. Fait que c'est vraiment, tout le monde est gagnant là-dedans, puis on garde le plaisir aussi de savourer les repas. Là. Oui, puis ça permet aux enfants d'apprivoiser aussi à leur rythme la nouveauté. Tu sais, la plaque dont tu parles là, avec le poulet puis le tofu, ben, je la fais super souvent chez nous. Puis, tu sais, c'est qu'on on a du poulet, on a du tofu, on met la même marinade et on cuit ça dans la plaque, puis on met plein de légumes entre les deux. Puis là, ben, on met ça au centre de la table. Fait que on peut décider de manger un peu des deux. On peut peut-être prendre que du poulet puis oser une petite bouchée de tofu, puis là, de réaliser que c'était pas si pire que ça. Ça nous permet vraiment là, de manger sans, à son rythme, de découvrir à son rythme, de manger ce qu'on a envie. Puis si tout le monde n'est pas à la même place autour de la table, ça arrive là, dans une famille qu'il y en a qui sont vraiment plus curieux, d'autres un peu moins, d'autres qui sont plus carnivores, d'autres qui sont plus végétariens. Puis là, ben, je l'appelle la plaque de l'harmonie. Là. Puis tout le monde a son compte, exactement. Puis j'ai quand même cuisiné juste un repas. Là. J'en ai pas cuisiné deux. C'est le même repas, mais chacun peut aller explorer à son rythme. Puis on l'a bien dit parce qu'on parle des enfants, mais quand on parle du végé, je veux dire, nous aussi, comme adultes, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a été habitués. Fait que nous aussi, il faut l'apprivoiser, ce végé-là, puis que ça n'ait pas trop l'air fake, là, qu'on aime ça, puis qu'on veut donc que notre enfant aussi apprenne. Puis des fois, on reste surpris parce qu'eux, ils vont préférer le tofu au poulet, finalement. Fait que c'est là que je dis exact. Puis tu sais, donc le truc là, d'explorer les protéines végétales, c'en est un. Mais il y a un autre truc qui est tout près, c'est d'étirer les protéines animales. Puis d'étirer les protéines animales, c'est de faire plus avec la même quantité de viande. Puis des fois, c'est pas nécessairement de la combiner avec une protéine d'une protéine végétale, mais c'est de l'étirer comme un bon vieux truc de grand-mère, là, de mettre de l'avoine dans nos boulettes de steak haché ou dans notre pain de viande ou de mettre des champignons hachés mélangés dans nos boulettes. Le champignon est beaucoup moins cher que la viande, mais il y a un petit côté viandeux, la petite texture une fois hachée se ressemble beaucoup. Donc, j'aime ça, trouver des trucs pour étirer la viande, faire plus de portions avec une même livre de viande. Puis comme ça, ben, ça nous aide à diminuer le coût, mais de diminuer aussi l'empreinte environnementale et puis l'impact sur la santé. Donc, d'aller chercher là, un côté, faire plus avec moins. Donc, on étire la viande, puis on la combine aussi avec des protéines végétales, puis on fait une plus grande place aux protéines végétales dans notre alimentation. Tout ça, là, c'est comme dans le même terrain, là, dans le même carré de table, mais c'est des trucs là, un peu différents. Oui. Puis j'aime le côté, tu sais, moitié-moitié ou presque végé ou graduellement. Parce que, on parlait de l'approche d'un parent sécurisant. Je pense que c'est notre rôle de parent que l'enfant arrive à table et se sente en sécurité, qu'il va avoir quelque chose à mettre dans sa bouche, qu'il va apprécier. Donc, si on a un enfant qui est vraiment très prudent, puis là, il voit le tofu, puis il sait que ça ne ressemble pas au poulet, même si je le marie, visuellement, ça ne ressemble pas. Mais s'il y a juste ça à servir, là, c'est vraiment l'enfant sans la pression monter, il a faim. C'est pas quelque chose qu'il est prêt nécessairement à apprécier et mettre dans la banque de chèques j'adore. Alors, je pense que d'y aller toujours moitié-moitié, offrir c'est pas deux options nécessairement, c'est la même marinade. C'est le choix, c'est de la variété. C'est deux protéines juste pour que l'enfant se sente en sécurité et c'est ça qui va réveiller souvent la curiosité des enfants, c'est qu'ils font confiance aux parents. Tu sais, la connexion à l'heure des repas, oui, je jase, mais je fais confiance en mon parent qui va considérer, je pense, mon rythme de découverte à l'heure des repas. Puis autant, nos partenaires de vie, là, parce que moi, si j'arrive avec mon steak de tofu, là, pas de steak de viande sur la table, là, ça ne marchera pas. Là. C'est un cas de divorce. Là, hein? Je comprends. Il faut y aller, tu sais, vraiment, je dis ça en blague, là, mais tu sais, il faut y aller vraiment, je pense, graduellement, surtout avec les petits cocos, mais les adultes aussi. Fait que c'est pour ça que ton livre Presque végé, je pense que c'est une valeur sûre pour les familles,
parce que tu donnes des trucs, autant la recette peut être végé 100%, mais comment l'amener tranquillement vers ça? Parce que l'objectif, oui, c'est de végétaliser un petit peu pour nous, pour la santé, pour la découverte. C'est pas juste, on parle pas juste de la planète pour le plaisir. Pour le plaisir de goûter, parce qu'on n'est pas habitué. En tout cas, moi, j'ai pas été élevée avec le tofu et le tempeh, de légumineuses, oui, beaucoup, mais ça donne, c'est une belle découverte en bouche, des belles oui, saveurs. C'est un monde de possibilités. Tu sais, quand on pense à la viande, là, on pense, tu sais, porc, bœuf, veau, poulet, puis... Mais quand on va vers les protéines végétales, l'éventail est encore plus large, puis ça donne encore plus de munitions, là. On a encore plus de crayons dans notre boîte à colorier, là. C'est comme on peut faire encore plus de choses. Puis, quand je vous entendais parler, puis là, ça me fait penser à un principe que j'ai, j'appelle ça la viande à partager. C'est qu'on n'a pas un steak par personne, on a un steak pour la famille, puis on complète avec autre chose. Puis ça, je le fais avec du steak, je le fais avec des poitrines de poulet, je le fais avec du porc, avec n'importe quelle viande. C'est que j'en fais une seule portion qu'on partage, mais avec plein d'autres choses. Fait que, exemple, si je veux faire des tacos, là, je vais avoir peut-être des haricots noirs que j'ai fait revenir. J'ai des légumes sautés, j'ai du maïs, j'ai de la crème sûre, de la salsa, du fromage râpé, de la coriandre. J'ai comme plein d'accompagnements ou de garnitures. Et j'ai une seule petite poitrine de poulet que je fais griller, que je coupe en lanières, puis que je mets parmi tout le reste. Fait que là, on se fait un taco, là, on va pas mettre une poitrine de poulet dans le taco, on va mettre une lanière ou deux, puis là, on va mettre un peu de tout, puis là, le taco, il est garni. Puis là, dans l'autre taco, fait que finalement, avec une seule poitrine, j'ai réussi à nourrir toute la famille, puis on n'a pas personne, on s'est pas privé, puis on a eu le plaisir de troquer dans le petit bout de viande qu'on aime, puis ça nous a coûté beaucoup moins cher. Fait que on peut acheter le format familial de poitrine de poulet et on congèle les poitrines de façon isolée, puis on peut en dégeler une ou deux par repas au lieu d'avoir le réflexe une poitrine par personne ou un steak par personne ou un tourne-dos par personne ou une côtelette par personne. On pense le repas différemment. La viande devient une garniture plutôt que d'être la pièce centrale de notre assiette. Oui, puis en même temps, ça évite le gaspillage parce qu'on en a peut-être fait un peu trop. Finalement, on n'a pas réussi à peut-être le réutiliser dans notre souper tout ski ou quoi que ce soit. Fait que ça aussi, d'un point de vue facture d'épicerie, ça permet en réduisant notre gaspillage, on sauve des oui. Puis ça, là, c'est l'autre truc que je voulais vous donner. On a parlé, on a parlé de différents trucs, de cuisiner, de manger moins de viande, d'ajouter des protéines végétales. Mais l'autre truc que j'aurais à vous donner, c'est au niveau du gaspillage alimentaire. On a eu les études là, dans les derniers mois sur l'inflation puis l'augmentation du prix des aliments. Et puis, les experts ont évalué que pour une famille de 4 enfants, de 4 personnes, là, de 2 enfants, une famille moyenne, l'augmentation représentait environ 1 000 $ de plus par année comme dépense. Ça, c'est l'inflation. Mais en même temps, il y a des études qui déterminent qu'une famille moyenne de 4 personnes, 2 enfants, gaspille pour 1 000 $ par année. Fait que je ne sais pas si vous voyez le parallèle. C'est qu'on a une marge de manœuvre. On est capable d'aller absorber l'inflation ou diminuer l'impact de l'inflation en diminuant le gaspillage. Fait que c'est que oui, ça va nous coûter 1 000 $ de plus nous nourrir, mais en même temps, actuellement, peut-être qu'on met 1 000 $ dans les poubelles à chaque fois qu'on fait le ménage de notre frigo. Fait que moi, j'ai beaucoup de... Ça me préoccupe beaucoup le gaspillage alimentaire, puis je me dis qu'on a beaucoup à faire pour réduire le gaspillage. Puis, ça part par faire un petit mini inventaire de notre frigo à tous les 2-3 jours. Moi, ce que je fais, là, c'est qu'à tous les 2-3 jours, là, je fais juste comme rebrasser mon frigo, mettre bien devant ce que je veux passer en premier. Ce qu'on a oublié derrière, je le ramène devant. Ce qu'il faut que je cuisine, en le voyant, ça me donne des idées pour le repas d'après. Ou juste de reclasser notre frigo, ça me permet des fois d'intercepter un plat juste à temps pour le congeler, étirer sa vie si je sais qu'on ne va pas le manger. Fait que ça me permet de gaspiller beaucoup moins. Ça me prend 5 minutes. Vraiment, là, c'est 5 minutes à tous les 2-3 jours
reclasser un petit peu mon frigo. Puis comme ça, là, ben, on s'est mis à gaspiller beaucoup moins en famille là, depuis que je fais ce petit exercice-là. Oui, un bon truc, je pense que je vais le faire. 5 minutes. 5 minutes, pour vrai, là. 5 minutes aux 2-3 jours. On reclasse ça. C'est ça. Oups, c'est un petit fruit poqué. Ben, avant qu'il contamine tous les autres, on le retire de la circulation, on enlève la petite poque, on le met au congélateur. Puis là, j'accumule des fruits poqués au congélateur. À un moment donné, je me fais une croustade ou je me fais une compote. Puis, tu sais, ça devient un réflexe, ça devient un geste automatique. Puis, ça me permet de faire ce que j'appelle des recettes gratuites. Tu sais, quand je fais des bouillons avec des retailles, des potages avec des légumes poqués ou des compotes avec des fruits poqués, bien, ça m'évite d'acheter des potages, des bouillons et des compotes. J'appelle ça mes recettes gratuites parce que je les fais avec des aliments que j'aurais jetés. Fait que ça aussi, ça nous permet d'économiser. Fait que le gaspillage, ça nous permet d'aller plus loin avec les aliments qu'on achète et ça nous évite d'acheter d'autres aliments à la place. Là, aussi. C'est vrai. Tu sais, on a parlé des prix des viandes, mais il ne faut pas non plus oublier le prix des légumes et le prix des fruits. Quels sont tes trucs pour réduire un petit peu la facture d'épicerie en lien? Tu sais, si on les met de l'avant, les fruits et les légumes. Donc, on sait qu'acheter local lorsqu'ils sont en saison, ça fait partie des trucs. Est-ce que tu en aurais d'autres petits trucs? Bien, oui, définitivement, là, acheter local, suivre les saisons, faire nos propres réserves. Tu sais, quand c'est la saison d'un aliment, on en achète plus, puis on peut le congeler, on peut le transformer, on peut faire des compotes. Mais c'est d'ouvrir l'œil, c'est de comparer les prix. Des fois, là, c'est sûr qu'au Québec, on n'a pas le choix d'aller vers les fruits et légumes importés à un moment donné de l'année, là, à moins qu'on soit là, c'est très, très, très créatif et très, très planifié, qu'on ait vraiment bien planifié notre affaire. À un moment donné, on a besoin là, d'aller acheter des fruits et des légumes d'ailleurs, mais on compare les prix. On va trouver que telle semaine, ben, le brocoli a du bon sens cette semaine, on va en acheter. Fait que c'est de suivre le prix des aliments. Ça demande un petit exercice de plus, mais ça nous permet vraiment d'aller plus loin, puis d'alterner avec les légumes surgelés et de ne pas gaspiller de légumes. Et c'est une façon d'aller plus loin aussi. Tu sais, ça revient avec le truc du gaspillage, mais si j'achète une barquette d'épinards et que finalement je la jette, cette barquette-là, parce qu'elle a flétri, ben, j'ai vraiment carrément perdu sur les deux plans. Alors que si j'achète une barquette d'épinards, puis là, j'ai un plan, je sais que je vais l'utiliser comme ci, puis comme ça, ou puis que si je ne l'ai pas tout utilisé, je congèle le reste à temps pour le mettre dans un potage, bien là, j'ai été chercher le maximum là, de ma dépense. Puis, par rapport aux fruits et aux légumes, là, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve beaucoup, beaucoup dans le compost. Là. Des fois, là, il peut y avoir là, 2-3 bleuets là, qui reviennent dans la boîte à lunch, là, mais c'est pas grave. J'ai un bac dans mon congélateur qui accueille tous les mal-aimés, là, tous les fruits un peu poqués, un peu délaissés, puis ça sera 3 bleuets de plus dans ma future compote ou dans ma future croustade. Puis ça, là, c'est un exercice là, qui est devenu naturel pour moi. Une fois par mois, je vais me faire une croustade, puis elle est tout le temps différente. Elle ne goûte jamais pareil parce qu'elle n'a pas tout le temps les mêmes fruits dedans, mais elle part tout le temps comme ça. J'ai jamais gaspillé de croustade, mais c'est plus facile de gaspiller un fruit poqué que de gaspiller une belle croustade dorée qui sent bon quand on la cuisine. Moi, ça passe dans les smoothies. Les smoothies, je les congèle. Fait que je fais smoothies et popsicle déjeuner. Fait que ça, c'est vraiment ce qui est très winner auprès des cocos. Sinon, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes qui font gonfler nos factures d'épicerie? Les achats spontanés, là, ça, c'est sûr. Là, quand on se fait embarquer là, par le marketing puis par les... l'épicerie, là, c'est pas un organisme sans but lucratif, là. C'est pas un OSBL, une épicerie. Là. L'épicerie, son but, c'est louable, puis c'est vraiment de faire des profits. Donc, il faut juste en être conscient, puis se créer comme un petit mécanisme pour se protéger puis respecter son budget.
un des trucs, c'est d'arriver avec une liste ou un plan, de savoir un peu, là, moi, ce que j'essaie de faire avant d'aller faire l'épicerie, c'est d'avoir 3-4 idées de repas, de savoir un peu vers où je m'en vais pour acheter les bons aliments. Ça m'évite de revenir souvent à l'épicerie pendant la semaine. Fait que j'ai un petit plan. Et ce que je fais, c'est qu'à la fin de l'épicerie, c'est juste avant de passer à la caisse, j'arrête, là, dans la section, là, juste avant, là, les vins, là, puis ça, là, la petite section plus tranquille, là, puis je fais un petit diagnostic de mon panier. Je prends, là, une minute, là, pour regarder ce que j'ai dans mon panier, puis ça me permet de dire, OK, ouais, ces biscuits-là, là, ou ce truc-là, là, ben, je les ai achetés sur le coup de l'impulsion, j'en ai pas vraiment besoin, je vais aller leur porter. Fait que ça permet de faire des ajustements, mais des ajustements dans les deux sens. Ça permet autant d'aller reporter ce qu'on n'a peut-être pas besoin d'acheter, mais aussi d'introduire ou d'inclure ce qu'on a besoin ou ce qu'on a oublié ou ce qu'on a l'intention de manger plus souvent. Si je veux manger plus de légumineuses, ben, j'en achète jamais. J'aurai jamais plus de légumineuses dans mon assiette. C'est nono à dire, mais c'est quand même ça. Si ça ne fait pas partie de mes habitudes d'achat, les légumineuses, j'oublie tout le temps d'en acheter. Fait que finalement, j'en cuisine jamais. Mais là, ce petit arrêt-là, juste avant les caisses, ça me permet de dire, c'est vrai, j'ai encore oublié d'acheter les légumineuses. Je vais aller reporter peut-être la boîte de biscuits, puis je vais aller acheter de l'avoine et des légumineuses. Puis là, je vais me faire des galettes, puis je vais me faire, je vais faire un plat, un couscous ou une salade de légumineuses ou une belle soupe repas cette semaine. Fait que, c'est ce genre d'ajustement-là que ça permet de faire. Puis moi, je dis tout le temps, si on achète, si on veut manger plus de quelque chose, il faut l'acheter. Si on veut manger plus de poissons, si on veut manger plus de tofu, si on veut manger plus de légumineuses, le point de départ, c'est d'en mettre dans notre panier, puis après, ben, on l'a dans le frigo, puis après, on l'a dans notre assiette. Mais fait que ce petit arrêt-là là, vaut la peine là, d'être fait. Là. Oui, puis au début, tu as parlé aussi, tu en as parlé des applications. Moi, ça fait longtemps que j'utilise les applications d'épicerie. Puis avec les applications d'épicerie, là, donc, tu sais, ce petit arrêt-là, comme tu disais que tu fais, moi, je le fais à la maison avant d'arriver à l'épicerie. Donc, ça m'évite ces achats-là impulsifs. Puis, d'un point de vue petit prix, là, on le sait combien ça va nous coûter à peu près. Tu sais, moi, je le sais, là, je rajoute toujours un peu parce que je sais que je vais rajouter des trucs rendus à l'épicerie. Genre, oui, c'est vrai, j'avais oublié de mettre ça sur ma liste. Mais déjà, puis quand des fois, j'étais peut-être un peu plus serrée, puis que, ben là, des fois, j'arrivais au bout, puis je faisais, OK, bon, ben là, non, les craquelins cette semaine, c'est correct qu'on peut s'en passer. Fait que je faisais ce ménage-là avant d'arriver à l'épicerie. Fait que quand j'arrivais à l'épicerie, là, c'était très rapide. Là. Ma liste était faite. Je ramassais, tu te disais, là, je sais toujours les 3-4 repas qu'on va cuisiner, mes ingrédients étaient là, fait que ça m'évite. Et les fruits et les légumes, souvent, j'en achetais moins, puis je me disais, ça, au pire, si on en manque, je vais revenir. Ou sinon, justement, on va finir la semaine, on a des compotes, on a les fruits surgelés. Les petits, quand ils sont en spécial aussi, les petites salades de fruits, des fois, peuvent être un peu moins chères. Fait que, tu sais, ça, quand on arrive au bout de la semaine puis qu'on n'a plus nécessairement les versions fraîches, bien, ça peut être intéressant de compléter. Ça évite de retourner à l'épicerie. Puis là, parce que c'est là, plus on va souvent à l'épicerie, plus on achète plus que ce qu'on avait. Je m'en allais chercher un sac de pommes, mais finalement, je sortais avec des pommes, ça. Ah oui! Comme tu l'as dit. Tout ça a été étudié. Là, c'est pas pour rien que le lait et les œufs sont toujours dans le fin fond d'épicerie. C'est parce qu'il faut traverser toutes les rangées avant d'atteindre ce qu'on a l'habitude d'acheter. Là. Puis on rentre toujours, c'est ça, on rentre dans la boulangerie. Moi, maintenant, dans mon épicerie, là, même à l'entrée même, ils ont mis un petit... C'était pas là avant, là. Mais là, il y a toujours les gâteaux, tout ce que la pâtisserie a fait. Fait que tu rentres, là, puis si tu as moindrement un petit peu faim, là, ça se peut que tu te fasses... finalement, puis c'est correct, comme je dis, quand c'est une fois de temps en temps, mais si on parle vraiment de planification puis de sauver des sous, bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avant que vous arriviez à l'épicerie pour que, rendu à l'épicerie, vous avez votre plan de match, puis ça va se faire super rapidement en plus, là, fait que, vous n'êtes pas obligé de tout comparer parce que c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez arrêter de le faire aussi. Oui, il ne faut pas que ce soit un gros projet de faire l'épicerie. Non, vraiment pas. Non, moi, maintenant, là, 20-25 minutes, là, c'est fait, là, puis j'ai tout dans mon panier, tout est là, mais j'ai ma liste, puis je coche au fur et à mesure, puis OK, ça, c'est enlevé, mais j'ai déjà fait mes choix avant d'arriver, fait que je trouve que ça, autant sur la facture d'épicerie qu'on sauve beaucoup, beaucoup de temps en faisant ça. Des fois, je vois les gens, là, on voit qu'ils sont en train de choisir les repas qu'ils font à l'épicerie, puis c'est correct, là, peut-être qu'eux, mais à chaque fois, je me dis, c'est sûr que
quand tu arrives à la caisse, là, tu sais, je paye un petit peu plus parce qu'il y a plus d'achats impulsifs. Puis on parlait du gaspillage alimentaire aussi. Tu sais, souvent, je vais l'acheter au cas où. Je vais l'acheter des fois que... Mais finalement, c'est souvent ces aliments-là que vous allez retrouver à la fin de la semaine. Je ne les ai pas mangés parce que je n'avais pas planifié de les manger. C'est ça. Puis on n'a pas ce qui fait qu'on l'accompagnement ou l'assaisonnement. Exactement, ou on n'a pas ce qui va avec. Fait que, moi, c'est pour ça que j'essaie. Moi, je ne suis pas une grande planificatrice. Là. Je ne vais pas faire comme le gros menu là, parce que j'ai trop d'invariables, d'impondérables dans ma journée, dans ma semaine. Mais de savoir que j'ai tout ce qu'il faut pour faire les spaghettis au thon, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un pâte au saumon, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un burger. Puis là, après, je ne sais pas si ça va être le mercredi ou le mardi ou le lundi, mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire ces plats-là. Mais là, après, ça nous permet aussi de déléguer, puis d'impliquer le reste de la famille, puis de savoir qui fait quoi. Et ça nous permet d'économiser parce qu'on n'a pas acheté des électrons libres. Là. On n'a pas acheté d'aliments qui ne sont pas attachés à une recette. Là. On a acheté juste ce qu'on a réellement besoin. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Ça, je le vois souvent avec les familles. Lorsqu'on veut vraiment essayer des nouvelles recettes, des fois, ils vont planifier 5 nouvelles recettes dans la semaine. Ouais. Puis là, on finit par gaspiller parce que, c'était trop de nouveautés dans la même semaine. Je ne sais pas si ça fait partie de tes trucs, Geneviève, mais lorsqu'on veut se lancer vers quelque chose de nouveau, de commencer vraiment petit, peut-être une recette, mais d'essayer de la jazzer vers une recette peut-être un peu connue. On parlait du tofu tout à l'heure, mais si le poulet, c'est une valeur sûre, on peut prendre la même marinade, mais présenter le tofu. Mais si je décide que lundi, c'est je sais pas moi, un sauté de tofu, le mardi, je sais pas, un steak tempeh, puis le mercredi, un steak de tofu. C'est trop ambitieux, on va décrocher. On n'a pas, c'est pas réaliste, là. On n'a pas ce temps-là dans nos vies actives. Et c'est ça, c'est trop ambitieux, c'est pas réaliste. Moi, je dis vraiment une nouvelle recette par semaine maximum. Puis, quand on fait la recette pour la première fois, c'est plus long à faire parce que là, on va regarder les ingrédients, on regarde la méthode, on retourne voir les ingrédients, on retourne voir. Tu sais, c'est plus long de faire la recette. Fait qu'on peut pas se taper ça 5 fois là, dans la semaine. On peut se taper ça une fois, puis là, après, quand on la refait, c'est plus rapide. On la refait, c'est plus rapide. Puis à un moment donné, ça devient, on la fait par cœur. Mais c'est super important là, de ne pas se mettre trop de pression. On veut tous être des bons parents, mais être un bon parent, ça ne veut pas dire cuisiner comme au restaurant là, à tous les soirs. Il faut avoir des recettes qu'on apprend par cœur. C'est nos recettes de famille, mais c'est l'omelette, c'est le sauté, c'est les pâtes, c'est les petits quesadillas qu'on fait, le riz frit. Mais ces recettes-là, c'est ça, c'est notre répertoire. Puis on peut greffer une nouveauté par-ci, par-là dans notre répertoire, mais on ne peut pas tasser notre répertoire du revers de la main puis recréer un nouveau répertoire à toutes les semaines, c'est pas réaliste. Non, c'est pas réaliste. Même moi, je me souviens quand j'étais petite puis je demandais à ma mère qu'est-ce qu'on mange pour souper puis elle disait c'est une nouvelle recette. Sa nouvelle recette partait déjà à -1000. Là, c'était non! Tu sais, c'était peut-être bon, mais je partais déjà avec l'idée que c'est pas quelque chose que je connais. Là, j'avais faim. Fait que tu sais, on parlait des enfants, mais même nous, comme adultes, à un moment donné, trop de nouveautés, c'est même trop. Là. Je veux dire, même nous là, qui aiment cuisiner, je ne m'impose pas cette tâche-là. Là. On a nos recettes de base, puis une fois de temps en temps, puis des fois, là, je l'avais prévu, puis je fais OK, non, cette semaine ou ce soir, finalement, ça ne me tente pas. Bien, j'ai autre chose, puis je vais la faire la semaine prochaine. Les ingrédients sont déjà là. Oui. Mais tu sais, ça se peut que même dernière minute, des fois, on fait je ne file pas pour ça finalement. Je ne file pas tant pour de la nouveauté, je file plus pour quelque chose qu'on connaît, quelque chose qui va se faire rapidement. Fait que c'est important, justement, aussi qu'il y ait cette flexibilité-là dans votre planification de repas. Là. Absolument. Puis c'est ça qui est réconfortant. C'est quand on a besoin de réconfort, on a besoin d'une recette connue. On ne peut pas trouver du réconfort dans quelque chose qui est connu. Là. Le réconfort, par définition, il évoque des souvenirs, il évoque des émotions. Puis, donc, il faut donner le temps à chaque recette de devenir réconfortante. Voilà, il faut qu'on lui laisse le temps là, de s'introduire dans notre famille puis de devenir de faire partie des meubles là, quand on dit. C'est vrai, là, on a tous envie de certains plats,
Puis, tu sais, quand on est en vacances ou en voyage, puis là, on mange tout le temps nouveau, puis c'est tout le temps... Là, à un moment donné, on devient saturé, puis on dit, il me semble là, qu'en revenant, là, je vais me faire un bon spaghetti, ou en revenant, là, je vais manger tel plat, parce que là, on a besoin de ce petit côté réconfortant-là. C'est du pâté chinois. Le pâté chinois, oui. Mais ça peut être le fun quand on planifie les nouvelles recettes, de le faire en famille, justement, plutôt que ce soit, exemple, juste une personne, puis on mange une nouvelle recette, puis on voit que toutes les autres sont fermées parce que c'est nouveau, puis, ben, tu sais, justement, de planifier, puis, hey, on va l'essayer, puis que, un peu comme on parlait, je sais plus si c'est dans cet épisode-ci ou l'autre épisode, mais, tu sais, puis là, on fait un test, puis OK, que, tu sais, vous donnez combien cette recette-là? Est-ce qu'on va la refaire? Est-ce qu'on fait des changements? Fait que, tu sais, de le voir aussi comme quelque chose de positif et non pas juste un projet en famille. Là, Exactement, c'est ça, un projet de famille. Puis ce que j'aime, là, moi, c'est pour ça aussi que j'ai mis au début de mes livres l'index illustré. Là, il y a des petites photos des recettes du livre pour qu'on puisse choisir ensemble. Puis on peut mettre des post-it, on peut mettre des petites étoiles. Puis là, on magasine, là, on décide quelle recette on a envie de faire. Et après, ben, ça devient un projet de famille. Là. Tout le monde participe, tout le monde... Puis les enfants vont moins bouder une recette qu'ils ont choisi eux-mêmes de cuisiner ou de manger là, parce que c'est leur choix, puis ils vont être fiers de ce choix-là, puis ils vont vouloir que tout le monde aime ça autour de la table. Exactement. Puis on reste surpris aux choix qu'ils font aussi des fois. Moi, des fois, mes filles, ils me montraient des recettes. Je faisais « Ah oui, tu veux qu'on fasse ça? » Puis je disais rien. Je me disais, je dirais pas qu'il y a genre 3 ingrédients que je le sais qu'elle n'aime pas, mais je me disais, ben on va OK, parfait, on va l'essayer parce que je voulais continuer de nourrir justement cette curiosité-là. Puis j'étais surprise à chaque fois. Puis quand on les testait, quand ils l'ont choisi eux-mêmes, en effet, souvent, ils font « Ah oui, c'est bon! » Puis là, tu fais « Ah ben OK, j'aurais pas pensé, mais finalement... » Oui, ben c'est ça. Oui. Exactement. Oui. Puis le fait d'avoir des images, parce que je pense que c'est beaucoup plus alléchant de magasiner. C'est du marketing. Moi, comme tu dis, quand tu rentres à l'épicerie, c'est le marketing. Mais voir des belles images, souvent, ça donne l'eau à la bouche. Même si c'est du tofu, mais c'est bien présenté. C'est des légumineuses, c'est bien présenté en photo avec les accompagnements, les légumes qui ont été mis de l'avant. Je pense que c'est une bonne façon de réveiller la curiosité des cocos quand c'est coloré. Je pense les couleurs, là, mettre ça de l'avant. Puis je pense que c'est un des points forts de tes livres, c'est les couleurs qu'on voit dans chacune des recettes. Tu sais, que ce soit l'aliment qu'on mange ou vraiment le décor autour. Moi, c'est ce qu'il me dit, c'est coloré, fait qu'il y a toujours le goût de le regarder. C'est comme un magazine, là, c'est beaucoup de couleurs. Fait que oui, les photos, là, c'est une bonne façon de magasiner avec les cocos. Oui, mais les émissions, tu sais, nous, maintenant, moi, le vendredi 4h, c'est mon... puis c'est le début de ma fin de semaine, puis je suis tout le temps contente quand je peux en même temps, puis écouter, savourer, puis les filles, des fois, ils l'écoutent avec moi, puis là, on voit les recettes, puis là, je fais « Est-ce que tu trouves que ça a l'air bon? » Puis oui, ça a l'air bon. Est-ce que tu aimerais ça qu'on l'essaie? Oui, on pourrait l'essayer. Puis peu importe souvent l'émission de cuisine qu'on écoute, ils sont intéressés, ils regardent, puis on voit que ça crée cette curiosité-là. Ils voient comment on le cuisine, ils voient les gens, je veux dire, nous-mêmes comme adultes, là, mais même avec les enfants, c'est hyper gagnant aussi d'écouter des émissions comme ça. Même si vous ne les ferez peut-être pas, les recettes, c'est pas grave, là. C'est de venir nourrir cette curiosité-là, puis de voir que l'enfant fait « Hey, oui, c'est vrai que ça a l'air bon. » Puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont me dire « Hey, maman, te souviens-tu la recette qu'on a vue l'autre fois? Ce serait le fun qu'on la fasse. » Puis on fait « Hey, oui, let's go. » On va aller acheter les ingrédients, puis on va la faire. Fait que les livres, oui, puis les émissions aussi peuvent être des bons outils là, pour éveiller cette curiosité-là chez nos cocos. Oui, tellement. Puis, tu sais, on passe d'un sujet à l'autre, mais c'est juste de voir l'aliment se transformer, ça permet de l'apprivoiser. Tu sais, c'est plus un petit bout orange dans l'assiette. Non, on a vu que c'est un poivron qu'on a coupé, qu'on a cuit, ou c'est pas un petit bout blanc, non, c'est le poulet qu'on a cuit. Fait que ça devient là, une façon d'apprivoiser l'aliment avant juste qu'on le voit là, devant nous, là, le fait de cuisiner puis de s'inspirer. Et tout ça, ben, nous permet d'économiser, c'est sûr, parce qu'on est dans un processus de cuisine maison. Et ce que je demande souvent aux gens, c'est est-ce que vous avez les moyens de payer quelqu'un pour cuisiner à votre place? Fait que là, tout le monde nous dit ben non, là, je suis pas Céline Dion, là, non, j'ai pas les moyens d'avoir quelqu'un qui cuisine à ma place. Mais quand on achète une lasagne prête à manger ou une soupe prête à manger, c'est ça qu'on a fait, c'est qu'on a payé quelqu'un qui a cuisiné à notre place. Puis, même si l'aliment ne semble pas si cher que ça sur l'étiquette, ben il y a quand même peu
d'aliments, puis une partie de main-d'œuvre dans notre pizza ou dans notre lasagne. Fait que si on veut avoir juste l'aliment, ben, il faut que nous, on assume la main-d'œuvre, donc qu'on cuisine. C'est ça. Fait que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas qu'on n'aura pas les moyens de payer quelqu'un pour cuisiner à notre place, ben, cuisiner demeure le meilleur moyen d'économiser. Ouais. J'adore l'analogie. Geneviève, merci beaucoup pour ta participation au balado pour aider les familles à cuisiner à petit prix. Donc, on a eu beaucoup de trucs pratico-pratiques, des conseils toujours bienveillants qui collent à la réalité des familles. Alors, chers abonnés, on vous suggère fortement de consulter les plateformes de Geneviève. Tous les liens sont dans la description de l'épisode et allez feuilleter ses livres de recettes également pour vous inspirer, en particulier, donc, son livre qui s'intitule « Petit prix ». Bye! Merci! Bye! Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!